Depuis les annonces de Donald Trump, au moment où je suis en Burundi, en novembre, donc ça fait 10-11 mois qu'il a annoncé ces coupes drastiques, le nombre de cas positifs au VIH a augmenté de près de 50%. Les médecins dans les centres font état de patients perdus de vue, donc c'est-à-dire qui ne viennent plus. Donc potentiellement, leur charge virale augmente et donc ils vont contaminer d'autres gens. Et d'ailleurs, le taux de suppression de cette charge virale, qui est donc un indicateur clé du suivi efficace des traitements, a lui aussi baissé. Au Burundi, la lutte contre le sida se poursuit dans un climat d'incertitude. Depuis que l'administration Trump a réduit les financements de l'USAID, les centres médicaux manquent de ressources et de personnel pour assurer les traitements. En novembre 2025, Esther Serra-Jordia, journaliste au service France du journal La Croix, s'est rendue dans les dispensaires et maisons d'accueil de personnes atteintes du VIH. Elle nous raconte son reportage auprès des soignants et des patients qui s'accrochent à leur traitement, malgré la dégradation des soins. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Bonjour, je m'appelle Esther Serra-Jordia et je suis journaliste santé au service France de La Croix. Je vais vous raconter mon reportage à Bujumbura au Burundi, dans des centres de lutte contre le sida. En janvier 2025, le président des États-Unis Donald Trump annonce le gel des financements de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, qui était le plus grand bailleur de fonds humanitaires au monde. Ça a été une décision brutale qui a fragilisé des milliers de programmes dans plus de 140 pays et qui a affecté des millions de bénéficiaires. Parmi ces 140 pays, il y a le Burundi, qui est un petit pays d'Afrique de l'Est, frontalier du Rwanda et de la Tanzanie, et de la République démocratique du Congo, un petit pays qui borde le lac Tanganyika et qui fait la taille de la Bretagne. 6 mois après les annonces de Donald Trump, Coalition Plus, qui est une union internationale d'ONG de lutte contre le sida, m'invite justement au Burundi pour voir les effets concrets de cette annonce de Donald Trump. Il faut dire qu'en fait, au Burundi, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, la lutte contre le sida dépend à 90% des fonds étrangers et donc subit de plein fouet les coupes de l'aide américaine. Il faut le temps de tout organiser, les démarches administratives, le visa, les accréditations. Et finalement, je pars le 16 novembre, accompagnée d'une personne de Coalition Plus, d'un photographe indépendant et d'une journaliste du quotidien Le Monde. J'atterris donc à Bujumbura le 16 novembre au soir. C'est le docteur Célestin, comme on l'appelle, qui vient nous chercher. Lui, il travaille en tant que médecin et coordinateur à l'ANSS. C'est l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, qui est l'association de lutte contre le sida au Burundi. On arrive le soir, donc on voit rien de Bujumbura, même si on devine un peu la ville. Mais c'est le lendemain matin que le reportage commence vraiment. Donc à Bujumbura, le groupe avec lequel je suis et moi, on se déplace qu'en voiture, ce qui n'est pas le cas des habitants là-bas, qui subissent depuis plus de 3 ans, à ce moment-là, une pénurie de carburant très importante. Les automobilistes doivent attendre des heures, voire des jours devant des pompes à essence avant de pouvoir faire le plein. Les routes et les rues de Bujumbura, elles sont assez typiques des paysages de cette région des Grands Lacs, c'est-à-dire que c'est des routes en terre battue, il y a beaucoup de nids de poules, on aperçoit à chaque bout de rue les collines verdoyantes, et au bord des rues et des voies, de très jolis arbres, des manguiers, des albizia, qui sont tous les deux des arbres typiques de la région, et des vendeurs ambulants, beaucoup de gens qui marchent. Le reportage commence en fait par un rendez-vous à l'ambassade de France. Là-bas, on nous explique que comme on a été invité par l'ANSS, donc cette association de lutte contre le sida, on a été invité pour documenter la lutte contre le sida au Burundi. Et il faut bien que notre reportage ne sorte pas de ce cadre. Il ne faut pas qu'on raconte autre chose. En fait, c'est parce que très peu de journalistes étrangers ont la possibilité de se rendre au Burundi, parce que le Burundi n'accorde pas les visas. Et la presse sur place n'est par ailleurs pas totalement libre non plus. Disons qu'elle est très encadrée par un régime autoritaire. Après ce rendez-vous à l'ambassade, on se rend au centre Turio, qui est un centre donc de l'ANSS et qui est le premier lieu de dépistage et de prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH à Bujumbura. Donc pendant les 3 jours que va durer mon reportage, on y passera beaucoup de temps. Ce premier jour-là,
il y a beaucoup de monde parce qu'on arrive au moment de la semaine internationale du dépistage. Donc les bancs qui bordent le petit patio qui fait office de salle d'attente sont tous occupés. On y voit des mamans avec leur bébé dans les bras. Certaines d'entre elles sont séropositives et se rendent au centre pour que le personnel s'assure que leur traitement et celui de leur enfant sont correctement suivis. Je rappelle qu'on peut être séropositif et n'avoir aucune charge virale, ce qui signifie qu'on ne peut pas transmettre le VIH grâce à une bonne prise de traitement. Donc même les mamans séropositives font des enfants séronégatifs, donc qui n'ont pas le sida, puisqu'elles ne transmettent pas le virus à leur enfant grâce au traitement et à la bonne prise de traitement. Parmi les gens qui attendent dans le patio, il y a aussi des patients qui viennent se faire dépister, notamment des jeunes hommes qui sont HSH, ce qui veut dire hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Au Burundi, on n'emploie pas le mot homosexuel, puisque l'homosexualité est punie par la loi avec des peines qui vont jusqu'à 2 ans de prison. Mais sauf que ce sont des populations qui sont très exposées au VIH, donc des centres comme le centre Tourio sont particulièrement indispensables pour eux, puisqu'ils peuvent venir sans être jugés, on les conseille avec bienveillance. Donc j'ai croisé beaucoup de patients qui étaient sous PrEP, le traitement préventif contre le VIH, qui étaient entre guillemets HSH, et qui ne venaient que là après avoir expérimenté d'autres centres, notamment un centre public où en fait on les avait un peu envoyés bouler, quoi. Dans ce centre et tout au long d'ailleurs de mon reportage, j'ai croisé des patients, des bénévoles de l'association, des médecins qui m'ont tous concrètement raconté comment la baisse drastique des financements américains avait des effets sur leur quotidien et sur la lutte contre le sida au Burundi de façon générale. Je me souviens par exemple de Ferdinand qui a 34 ans. Il fait partie des pères éducateurs de l'ANSS. Un père éducateur, c'est une personne formée qui sensibilise, informe et accompagne des individus de son propre groupe ou de son propre milieu et qui s'appuie du coup sur leur expérience commune. Donc sa mission à lui, par exemple, c'est de sensibiliser au VIH les habitants de son quartier, qui était un quartier populaire au nord de Bujumbura. C'est une mission bénévole, mais les pères éducateurs, ils ont longtemps été défrayés. Donc on défrayait leur trajet, un sandwich par exemple, mais c'était des choses très importantes pour eux, et ça le reste. Et à cause de ces coupes américaines, ils ne sont plus défrayés. Sauf que ces pères éducateurs sont particulièrement importants dans la lutte contre le sida parce qu'au Burundi, il y a énormément de fausses croyances. Donc certains vont penser que le sida est une malédiction, que ça ne peut pas les toucher, d'autres que ça peut se transmettre juste par la peau, d'autres qui ont très très peur de cette malédiction et qui du coup ne se font pas dépister par peur de la recevoir. Et donc Ferdinand, son rôle est très très important et malgré le fait qu'il ne soit pas défrayé, lui, il a décidé de continuer à le faire bénévolement, même sans être défrayé, parce qu'il a dit texto, si j'arrête de le faire, il y aura des morts. Tous n'ont pas la possibilité de faire ça parce que lui, il venait d'un quartier où par exemple il ne mettait que, entre guillemets, 1h15 à venir. Pour d'autres, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus long, donc ils ont arrêté. Et on voit déjà les résultats parce que le Burundi a connu de grandes avancées et pendant longtemps a été considéré comme l'un des leaders de la région dans le domaine de lutte contre le sida. Et donc les coupes américaines, elles ont fait arrêter des projets, certes, mais elles ont surtout entraîné une réduction énorme de la masse salariale, donc c'est à peu près un tiers. Certains centres qui fonctionnaient avec 2-3 médecins, maintenant ils en ont plus qu'un, quand il arrive à venir, quand il n'y a pas de problème de carburant. Et donc finalement, depuis les annonces de Donald Trump, au moment où je suis en Burundi, en novembre, donc ça fait 10-11 mois qu'il a annoncé ces coupes drastiques, le nombre de cas positifs au VIH a augmenté de près de 50%. Les médecins dans les centres font état de patients perdus de vue, donc c'est-à-dire des patients qui venaient pour réduire leur charge virale, enfin pour la supprimer, qui ne viennent plus. Donc potentiellement leur charge virale augmente et donc ils vont contaminer d'autres gens. Et d'ailleurs, le taux de suppression de cette charge virale, qui est donc un indicateur clé du suivi efficace des traitements, a lui aussi baissé. Celle qui explique ça très bien, c'est Jeanne Gapilla, qui est la présidente et la fondatrice de l'ANSS, et qui était présente ce jour-là au centre Turio où j'étais. Tout le monde la reconnaît dans le centre, tout le monde lui serre la main, l'appelle, parce que c'est une figure emblématique de la lutte contre le sida au Burundi. En 1993, elle a été la première femme à déclarer publiquement qu'elle était séropositive. Et à cette époque-là, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas de traitement. Donc en fait, être séropositif, c'est être condamné à mort. Elle-même d'ailleurs perdra son mari, son fils, sa sœur et son frère. Et c'est à ce moment-là, à cette période-là, qu'elle crée justement la NSS pour, au départ, seulement combattre les discriminations liées au sida, puis faire venir les premiers traitements antirétroviraux au début des années 2000, ce qui permet quand même à des milliers de patients de survivre et de mener une vie normale. Et aujourd'hui, alors qu'elle dit qu'elle pensait que ce combat-là était terminé, eh ben elle se bat et elle tente par tous les moyens de compenser justement la chute de ces financements.
Un des moments particuliers de mon reportage de ces 3 jours, c'est d'ailleurs une après-midi passée aussi avec elle à la Maison de la Joie. C'est une autre structure de l'ANSS qui accueille des enfants infectés par le VIH. La Maison de la Joie, c'est une petite maison assez typique de la région. Donc c'est une maison de plein pied, avec à l'intérieur un sol en argile rouge. Il y a un petit jardin avec un potager, un endroit où les enfants peuvent écrire à la craie. À l'intérieur, elle est décorée très chichement. Donc sur les étagères, il y a des livres et des manuels scolaires qui sont très usés. Les filles dorment avec les filles, les garçons avec les garçons. Et il y a une gouvernante. Au moment où j'y étais, ils étaient 9 enfants, 4 filles et 5 garçons. Et tous se retrouvent là parce que leur environnement familial ne leur permet pas de suivre correctement leur traitement, soit à cause de difficultés financières, soit parce que les parents ne sont pas assez présents, soit parce que les parents sont décédés et que personne dans leur famille proche ne peut ou ne veut les accueillir, de peur d'attraper le VIH justement. Encore des fausses croyances, puisque j'ai croisé un jeune qui me disait que son oncle avait peur qu'il donne le VIH à ses cousins en dormant avec eux dans la même chambre. À la Maison de la Joie, ils suivent leur traitement, ils vont à l'école, ce qui n'aurait probablement pas été le cas s'ils étaient restés dans leur famille. Parmi ces 9 enfants, il y en a un qui a une histoire vraiment extraordinaire. Il a 9 ans et il est dans la Maison de la Joie depuis qu'il a quelques mois, ce qui est assez rare, parce que normalement, la Maison de la Joie ne récupère pas des enfants aussi petits. Et son histoire est très liée à celle du docteur Célestin, donc qui est le docteur qui est venu nous chercher à l'aéroport et avec qui on a passé les 3 jours. En fait, en 2016, il était déjà médecin à l'ANSS et il soignait une femme malade du sida. Et quand il me raconte, il me dit qu'elle était en fait tellement faible qu'elle n'arrivait même plus à marcher. Et elle décède rapidement, elle ne savait même pas qu'elle était malade. Donc le docteur Célestin apprend sa mort au moment où elle a été transférée dans un hôpital public à côté. Et dans le même temps, il apprend aussi qu'elle a un enfant, ce qui l'étonne énormément parce qu'il était persuadé que... Enfin, il ne voyait pas en tout cas comment elle aurait pu réussir à s'en occuper. Et donc effectivement, il récupère l'enfant pour le soigner. Et alors qu'il a 6 mois, l'enfant pèse à peine 3 kilos, ce qui est à peu près le poids d'un bébé qui sort du ventre de la maman. Donc le docteur Célestin est persuadé qu'il ne va pas survivre. Il fait venir un prêtre pour le baptiser. Et c'est lui aussi qui lui choisit un prénom. Il décide de l'appeler Prince. Et finalement, l'enfant survit. Il rentre à la Maison de la Joie. Et aujourd'hui, il a 9 ans, il va bien, il va à l'école tous les jours. Il joue au foot avec ses copains, il écoute de la musique, il chante. Il veut devenir militaire plus tard. Et donc cette rencontre, elle est très très touchante. Le docteur Célestin était là avec Prince, il le prenait dans ses bras. Il m'expliquait que souvent, il venait passer Noël avec lui. Dans la Maison de la Joie, cet après-midi-là, il y a aussi beaucoup d'anciens. Et il y a une très très grande solidarité entre les anciens et les nouveaux, notamment parce que ceux qui étaient à la Maison de la Joie il y a une vingtaine d'années, par exemple, se cotisent ou font en sorte de pouvoir payer les études supérieures de ceux qui rentrent maintenant. Donc ce sont des rencontres qui sont touchantes à voir. Enfin, en tout cas, cette solidarité était vraiment touchante à voir. Tout le monde parle d'une grande famille et on sent que c'est absolument pas hypocrite, quoi. Ce jour-là, il y avait Don Divin et Délicia, qui ont 26 et 23 ans. Ils ont été dans la maison ensemble, ils ont grandi ensemble. Lui, il est devenu vidéaste et elle suit encore des études en télécommunication, toujours grâce à la solidarité des anciens. Et leur sourire vraiment était frappant, ils avaient des projets de vie. Don Divin, par exemple, il me confiait qu'il allait demander sa petite amie en mariage, qu'elle était au courant, qu'il était séropositif, mais qu'elle savait que du coup, ça ne craignait rien puisqu'il prenait ses traitements à heure fixe et qu'il était très assidu là-dessus. Et que lui, d'ailleurs, veut plein d'enfants et qu'un jour, quand il réussira bien sa vie, il dira publiquement à tout le monde, et ben voilà, vous le savez pas, mais en fait, moi, je suis séropositif, quoi. Donc voilà, à la fin de l'après-midi, ils étaient tous en train de chanter, de danser, c'était super émouvant, et c'est un moment vraiment que j'ai eu la chance de vivre et dont je me souviendrai longtemps, je pense. Ces personnes qui livrent des témoignages qui sont durs, très émouvants, qui eux-mêmes vivent des choses très difficiles, en fait, elles ont une niaque, une force de vie, et elles ont envie d'être là, elles ont envie de prendre leur traitement, elles ont envie que les gens autour d'elles réussissent à bien vivre. Et on peut imaginer qu'en traitant ce sujet-là, et en allant à leur rencontre, on soit un peu tous déprimés. Et en fait, grâce à leur force à elles, ça devient un sujet porteur d'espoir. Je rentre en France, donc, après 3 jours de reportage au Burundi.
Avec mon service, on décide de publier le reportage pour la Journée mondiale du sida, donc qui a lieu le 1er décembre, sur une double page, ce qui est dans le journal La Croix, le plus long format qu'on puisse faire. Et même si c'était le format le plus long, je dois avouer que j'ai eu du coup un peu de mal à écrire ce reportage. Je pense avec du recul, parce que les personnes que j'ai rencontrées là-bas, celles avec qui j'ai travaillé, donc je pense par exemple aux traducteurs, puisque là-bas, la majorité quand même des gens ne parlent pas français, mais la langue locale qui est le Kirundi. Et donc le traducteur, il a assisté avec l'autre journaliste et avec moi à de nombreuses interviews qui ont été très dures et très touchantes. Et en tout cas, tous ceux avec qui j'ai discuté de près ou de loin ont tous été très sympathiques, qui m'ont livré des témoignages très intimes, très poignants, sans jamais me faire sentir que j'entrais trop dans leur intimité, ou que je leur posais des questions trop délicates. En fait, je peux dire que j'ai quand même été très bien accueillie. Et tous ces témoignages, malheureusement, je n'ai pas du tout la place de tous les écrire. J'ai trouvé ça très difficile de faire des choix et donc d'écrire ce reportage pour ça. Cette expérience montre une fois de plus à quel point le travail de terrain est essentiel en journalisme. Depuis le début de la seconde présidence de Donald Trump, le 20 janvier 2025, les annonces de décrets se sont enchaînées, elles ont progressivement affaibli l'État fédéral américain, elles ont attaqué frontalement la science, et au final, ça a bouleversé la vie de centaines de milliers de personnes. Et réaliser ce reportage au Burundi permet de rendre ces décisions très concrètes. La personne que j'ai en face de moi, qui vient de se faire dépister du VIH ou qui ne peut plus accéder à son traitement parce que le père éducateur qui l'accompagnait n'est plus rémunéré, voit sa santé mise en danger. Sa vie change directement. Et c'est précisément ce que le terrain montre, les impacts réels humains de décisions politiques prises à des milliers de kilomètres. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage d'Esther Serrajordia au Burundi est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original de La Croix.